Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Géraud Vaillat. Bonjour Géraud. Bonjour Eric. Géraud, vous êtes la caractéristique française d'une élégance épaisse et humble à la fois, celle qui s'enracine dans la durée, la fidélité et la transmission. À la tête de Pépinière Sa-Rivière, doyenne montpelliéraine du paysage, vous cultivez depuis 26 ans un art rare, celui de faire fleurir l'entreprise comme un jardin, où chaque collaborateur trouve sa place, où chaque client repart avec le sourire et où la tradition familiale se réinvente sans jamais s'imposer. C'est ce que vous appelez une entreprise heureuse. Vous dirigez avec la porte ouverte, l'écoute attentive et la conviction que le respect n'est pas un mot, mais une pratique quotidienne. Sous votre impulsion, Sa-Rivière n'est pas seulement une entreprise centenaire, mais un écosystème vivant, résilient face aux défis climatiques et résolument tourné vers l'avenir où la transmission n'est ni une évidence ni un fardeau, mais une interrogation féconde. Géraud, vous évoquez la notion d'entreprise heureuse comme un équilibre rare entre sérénité sociale et exigence professionnelle. Quel rituel ou geste quotidien vous semble essentiel pour préserver cet état d'esprit, même dans les périodes de tension ou d'incertitude ? Merci Eric pour vos mots qui reprennent effectivement la philosophie, un petit peu l'ADN de la société Sa-Rivière. Le rituel, alors je ne sais pas s'il y a un rituel. Il y a un bonheur à exercer, j'espère de la part de mes équipes, et un bonheur qui est le mien tous les jours. Le rituel, c'est peut-être de régler tous les problèmes. Régler 10 000 problèmes par jour, c'est éviter d'en régler un gros par semaine ou un gros par mois. Quand je parle d'une entreprise heureuse en parlant de ma société, on n'a pas de litige. J'ai cette chance-là, je n'ai pas de litige avec mes salariés, je n'ai pas de litige avec mes fournisseurs, je n'ai pas de litige avec mes clients. Rien n'est caché sous les tapis. D'ailleurs, on fait en sorte de ne pas avoir de tapis dans nos locaux. Comme ça, au moins, ça évite tout problème. Tout est bon à dire à partir du moment où on se dit avec le respect. Donc on échange beaucoup entre équipes. Et les rapports humains sont au centre de notre activité, au quotidien. Vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de bienveillance, de faire très attention. Pour moi, la bienveillance ne se dit pas, elle se pratique. Est-ce que vous, dans l'entreprise heureuse, on le mesure par une fidélité de collaborateurs ? Alors tout à fait, j'ai la chance de ne pas avoir de turnover, ou très peu, très peu. Et on n'a pas de difficulté à recruter. Ça se bouscule au portillon, entre guillemets. On reçoit des CV tous les jours. Et quand vous parlez de bienveillance, effectivement, c'est très facile de sortir des mots. C'est très difficile de mettre en pratique. Et chez nous, la chance, c'est qu'on n'a pas de difficulté parce que ça se met en pratique de façon naturelle. Donc la bienveillance fait partie de notre entreprise sans que personne n'en parle. Donc c'est une valeur qui est pratiquée, mais qui n'est pas communiquée. Tout à fait. Et donc, vous m'expliquez, quand on avait préparé cette interview, que vous êtes le premier arrivé et le dernier parti. Alors j'ai cette fâcheuse tendance aux grandes dames de mon épouse qui me dit mais il faudrait que tu changes un petit peu les choses au bout de... Ça fait 36 ans que je suis chef d'entreprise. Et c'est vrai que j'ai de ce côté-là peut-être un côté un petit peu vieux jeu. Je suis le premier arrivé, le dernier parti, c'est moi qui ouvre, c'est moi qui ferme, 90% du temps. J'ai des amis qui ont des entreprises qui se permettent d'arriver. J'ai un ami notamment qui a une entreprise qui vivote et qui se permet d'arriver en milieu de matinée, partir en milieu d'après-midi et qui me dit écoute, moi je fais du golf, je fais du tennis. Bon, très bien, grand bien lui fasse. Hein. Je ne suis pas à mon compte pour arriver le premier et partir le dernier. Mais son entreprise vivote, il n'a pas de fidélité de ses salariés. Il a certainement beaucoup moins d'amour dans son boulot que ce que je peux avoir. Alors peut-être qu'il a l'amour du golf, pourquoi pas. C'est pas mon cas. Vous pensez que c'est l'exemplarité qui fait la cohésion, mais c'est aussi peut-être parce que vous êtes votre charge première, vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est de régler les problèmes. Donc si vous êtes le premier arrivé, ça veut dire que vous êtes le premier à vous rendre compte du problème, et le dernier arrivé, c'est le dernier à régler le problème. Alors je suis le premier à me rendre compte des problèmes, et peut-être à créer des problèmes aussi, parce que je ne suis pas exempt de créer des problèmes. Mais par rapport aux salariés, j'aime pas trop le terme d'exemplarité en ce qui concerne le chef d'entreprise. Mes équipes, et je suis très sincère, sont un exemple pour moi. J'espère être quelque part un exemple pour eux, mais c'est très réciproque. Moi, je suis admiratif de mes équipes quand ils arrivent à 7h du matin. On a un métier qui est difficile, la terre est basse, le soleil brille en été, il pleut, on l'a connu ces derniers jours, il fait froid. Et quand je les vois arriver à 7h du matin, je me dis, mais chapeau, voilà, bravo les gars, quoi. C'est surtout avec le sourire. Si je devais les interroger, là, qu'est-ce qu'ils me diraient de vous, à votre avis ? On a eu la chance d'avoir une couverture média assez importante parce qu'on a eu des bonnes notes sur le plan social et sur le plan salaire. Donc ça a été certaines chaînes d'infos sont venues nous interroger. Et systématiquement, je laissais mes salariés répondre sans que je sois là.
Et d'ailleurs, ça a interrogé les journalistes, ça me disait, mais vous restez pas, vous assistez pas. J'ai dit, non, je découvrirai. Et j'ai eu que du bonheur à découvrir ce qui s'était dit. Donc, il y avait plutôt mon ressenti d'un bien-être en entreprise. C'est pas les Bahamas, ça, Rivière. Hein. On travaille dur, vraiment. Parce qu'on pourrait se dire, mais attends, une entreprise heureuse, ils sont plutôt mieux payés qu'ailleurs, ils se bousculent au portillon, est-ce que c'est pas les Bahamas? Non, c'est pas les Bahamas, on travaille dur, très dur, mais on est très très content du travail accompli. Et alors, c'est quoi la promesse client de Sarivière? La promesse client, c'est... la promesse, l'engagement que l'on souhaite, c'est de se dire, à la fin du chantier, il faut qu'on ait le sourire du client. Et promettre au client qu'il ait un chantier abouti par rapport à ce qui lui correspond, ce qui va vous correspondre dans votre jardin, correspondra peut-être pas forcément au goût de votre voisin, mais le but, c'est d'arriver à construire avec vous l'espace dans lequel vous allez vivre. Et Sarivière, ça intervient pour les entreprises, pour les particuliers? C'est quoi la typologie de clients? La totalité, on travaille avec les services publics, avec les collectivités locales, on travaille beaucoup en promotion immobilière. J'arrive de la pose d'une première pierre sur un beau bâtiment, une résidence étudiante de 350 logements. Donc on fait du gros logement, on accompagne du gros logement et le particulier. Et quelle clientèle vous préférez? Vous n'avez pas de préférence? On n'a pas de préférence. Pour mes salariés, c'est très important d'avoir du particulier parce qu'ils peuvent échanger directement avec le client, chose qu'ils ne font pas avec les promoteurs immobiliers ou les collectivités locales, plus c'est moi, ou Gauthier, qui est mon fils et qui est mon collaborateur, qui est architecte de formation. Et puis j'ai un autre collaborateur également, Francis, qui échange avec le client. Mais par contre, chez le particulier, c'est les équipes qui sont sur le terrain qui peuvent échanger. Qui représentent l'entreprise et qui font les retours directs. Et qui montrent leur savoir-faire et qui apprennent du client, parce qu'avec Internet, les clients, c'est tout mieux que les autres, bien sûr. Donc, ils vont échanger avec le client et puis avoir des débats contradictoires. Sarivière, c'est une entreprise familiale? C'est quelque chose que vous avez repris il y a 26 ans? Sarivière, c'est une entreprise qui va avoir 100 ans dans 4 ans, qui était une société Sarivière, gérée par la famille Sarivière, et que j'ai repris effectivement il y a 26 ans en achetant des plantes. Donc, ça a été le hasard total. Et depuis, mon fils, qui est donc architecte, m'a rejoint il y a 6 ans. Et c'est lui qui va reprendre le flambeau, selon vous ou... Ça, il faudra lui poser la question. Aujourd'hui, il n'y a rien d'écrit, et je m'interdis d'écrire quelque chose. Il y a, a priori, le métier lui plaît beaucoup. Il travaille à le sourire, il est pleinement heureux. Donc, voilà, on verra. Comment, quand on est dans une posture de leadership et de manager, parce qu'il y a un peu des deux dans votre mission, comment on fait pour travailler au quotidien avec son fils? C'est très exigeant, c'est très beau, donc c'est un mélange de c'est un mélange de satisfaction, d'émotion, c'est très compliqué, parce qu'on ne va pas s'adresser à son fils comme à notre collaborateur. D'un côté, on va prendre plus de gants, d'un autre côté, on va prendre moins de gants. C'est exigeant aussi parce qu'on se dit, si mon fils demain prend la suite d'une entreprise, ça veut dire que je ne serai jamais libéré, bien sûr, parce que j'aurai toujours à l'esprit cette entreprise-là, je ne tournerai pas la page. Mais c'est quand même beau d'avoir un de ses fils qui se mette dans ses pas, et puis surtout de se dire, si demain il reprend, il saura faire mieux que moi. C'est lui qui est venu naturellement, c'est pas lui. Ah oui, oui, non, ouais. Oui. Vous ne l'aurez pas envisagé? Du tout. Donc vous êtes 3 enfants, je crois? J'ai 3 fils. Et 3 fils qui ont des parcours complètement différents. Lui est architecte, le second est kiné, et le dernier est en école de journalisme. Donc ils n'ont pas envie de retrouver le projet? A priori, non. Le premier... a priori, ils ne seront pas dans le paysage. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'entreprise Sarivière là? Dans 4 ans, vous allez faire la fête. Allez, dans 4 ans, on se revoit. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Un joli gâteau pour mettre plein de bougies dessus. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? De continuer sur la même façon de travailler, d'avoir toujours une exigence au quotidien, d'avoir toujours un bonheur à travailler, de travailler avec des gens passionnés et passionnants. Si on arrive à garder cet état d'esprit-là, je pense qu'on aura gagné pas mal de choses. Et puis de continuer sa démarche. On a une très grosse démarche environnementale qui nous a valu un label EcoVadis, donc on a été très fiers de continuer cette démarche-là. On construit l'avenir avec Sarivière. Lorsqu'on plante un arbre, c'est pour les années, les dizaines d'années futures. Alors justement, la dimension écologique et climatique, qu'est-ce qui fait que vous changez demain les plantes? C'est quoi l'impact sur votre business? Alors on ne change pas, on adapte. On adapte, on a des plantes que l'on plantait peu il y a 20 ans et qu'on plante un petit peu plus. Et puis surtout dans la façon de travailler, on va essayer de respecter les saisons, même si c'est compliqué, parce que quand vous avez une promotion immobilière, une résidence étudiante dont je parlais tout à l'heure, qui va être livrée en septembre, s'il faut planter en plein été, c'est compliqué. Et on essaie de voir comment on peut avancer les travaux, comment on peut, avec le maître d'œuvre, s'entendre. On essaie de travailler avec des économies d'eau. L'arrosage dans notre région est indispensable, même s'il a beaucoup plu ces derniers jours. L'arrosage est important. D'adapter avec du paillage pour préserver justement les zones d'humidité. Donc c'est tout un tas d'éléments qui font qu'on
on travaille en préservant les ressources que l'on peut avoir. Et c'est quoi les perspectives climatiques ? Vous qui êtes au cœur du sujet, on est dans une angoisse, on a des issues positives, parce qu'on entend tout et son contraire. Alors, dans une angoisse, je ne crois pas qu'il faille être dans une angoisse. Je pense qu'il faut, vous le disiez tout à l'heure, il faut s'adapter. Donc, on n'est pas dans une sinistrose, c'est pas un cataclysme. C'est effectivement, on a connu des temps qui étaient plus réguliers. On va connaître des temps un petit peu moins réguliers. C'est pas la fin du monde. Et ça veut dire que dans votre rapport commercial ou dans votre rapport stratégique, ça a un impact très fort, cette dimension de variation de saison ? C'est un impact qui est important. Maintenant, le plus gros... Si on avait à comparer l'impact climatique et l'impact sociétal est plus important que l'impact climatique. Je m'explique. C'est que les jardins aujourd'hui évoluent par rapport à la météo que l'on connaît, les changements qu'il peut y avoir, mais ils évoluent beaucoup plus vite par rapport aux changements de société. Les gens qui ne veulent plus d'entretien, les gens qui ne connaissent plus les végétaux, qui ne connaissent plus le jardin, ça c'est quelque chose qu'on a très fréquemment. C'est-à-dire on reconnaît les marques, on reconnaît le logo, mais on ne reconnaît pas les plantes. C'est un peu ça. Et ça, vous l'expliquez comment ? C'est que dans les écoles, on ne fait plus l'enseignement de... Dans les écoles, on ne fait plus l'enseignement, et puis les gens sont pris par tellement de choses aujourd'hui. Vous prenez le jardin d'un particulier, avant c'était fais-moi une forêt, dessine-moi un jardin. Aujourd'hui, c'est dessine-moi un extérieur sans entretien, sans eau. Si on peut éviter la végétation, ça fait des feuilles, c'est pas mal. Donc on arrive au tout béton. Par contre, le particulier en question va exiger que la collectivité, pas très loin de chez lui, fasse un parc pour pouvoir aller se rouler dans l'herbe. D'accord, on a délocalisé la nature et on a dit c'est à la charge des autres. C'est à la charge des autres. D'accord. De la collectivité. Et ça, il n'y a pas une tendance qui revient à l'inverse ? On a eu une tendance qui est revenue un petit peu par les années Covid, où il y a eu un petit retour à la nature, mais qui a freiné des cas de fer très rapidement. Et là, c'est le zéro entretien. Ouais. Les gens veulent plus d'entretien, ils veulent plus. Alors c'est vrai que on peut pas entretenir un jardin, on peut pas aller au théâtre, on peut pas faire du footing, on peut pas partir en vacances tous les 3 mois. En fait, c'est compliqué de tout avoir. C'est pas une critique du tout. Je me permettrai pas. Mais c'est compliqué dans une vie de pouvoir tout faire. Mais aujourd'hui, donc on fait des choix. Aujourd'hui, les collectivités, elles sont plus engagées sur les aménagements des espaces verts. Les collectivités sont plus engagées, mais ça pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités se sont beaucoup engagées par rapport aux espaces verts. Le problème, c'est qu'il faut l'entretenir derrière. Et l'entretien, ça a un coût. Il n'y a pas forcément les budgets qui sont adaptés par rapport aux entretiens qui doivent être faits, tout ce qui a été fait. Ça, c'est le premier élément. Et le second, c'est que peut-être que les collectivités, dans les années à venir, enfin je le pense, et je le souhaite aussi, vont travailler différemment le paysage. Les petits aménagements urbains avec les petites fleurs, c'est peut-être un peu désuet, un petit peu dépassé. Par contre, de créer de véritables forêts urbaines qui auront vraiment bien fait pour les habitants, je crois que c'est ce sur quoi il faut se diriger. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, pour ma dernière question, à un entrepreneur qui va travailler avec son fils ou avec un membre de sa famille ? Il ne faut rien forcer, il ne faut rien écrire, il faut que tout soit naturel. Et c'est la plus belle des choses, mais compliquée, à condition que ce soit non écrit et naturel. Bon, très bien. Merci Géraud pour ce témoignage. C'est passionnant. Sarrivière, si vous avez envie de reprendre la main sur votre jardin et de ne pas avoir tout bétonné, vous pouvez contacter Sarrivière. Merci Eric. Merci Géraud.